Bonjour tout le monde. J'espère que vous vous portez bien ce samedi soir. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui donc pour une conférence exceptionnelle concernant donc toute la dynamique de la libération des traumatismes et du stress. Donc merci beaucoup d'être parmi nous. Alors, je me présente, je suis Hermina Adem, donc chargée de communication pour l'IFGAP. Alors, l'IFGAP est l'Institut de formation en Gestalt et accompagnement professionnel. Donc, c'est une école de formation au coaching, à la thérapie, à la supervision, aux médiations de bien-être et de santé. Et donc, c'est notre intervenant Karim Regad qui en est le directeur. Donc, cette école se caractérise par une approche globale, holistique de l'humain et de ses relations à l'environnement. Elle développe une approche inédite du corps et de la relation d'accompagnement. Donc, une grande place est faite à la créativité, à la sensorialité et à l'intuition. Son approche gestaltiste et systémique a été définie comme originale et d'avant-garde par nombre de professionnels. Donc, l'enseignement est accessible tout au long de l'année grâce à son concept d'université des 4 saisons. Donc, cette école organise régulièrement des événements accessibles à tous, comme cette visioconférence que vous êtes en train de suivre, ou bien des journées d'études thématiques. Donc, je vais pouvoir vous donner des informations plus amples sur ce que nous organisons ultérieurement à la fin de la conférence. Donc, je vous présente les deux intervenants. Karim Regad, donc, qui est le directeur de l'IFGAP, et gestalt thérapeute formé à la systémique, à l'hypnose, au psychodrame. Il est également auteur et conférencier. Il participe régulièrement à des recherches universitaires interdisciplinaires en psychologie et en criminologie. Alors, donc, donc nous avons également notre seconde invitée, donc qui est pédopsychiatre, excusez-moi, pédopsychiatre, qui nous vient de Londres. Donc, je vais lui demander de se présenter. Donc, je vais vous demander à vous deux de vous présenter. Donc, Karine, je viens de se présenter. Denise, est-ce que vous pouvez vous présenter avec vos propres mots? Oui, bonjour. Merci d'abord, Karim, de m'avoir invité à participer à cette petite conférence avec toi. Ça me fait très plaisir parce que on a une longue amitié et complicité avec Karim autour justement du côté de l'approche très holistique de l'humain et de la prise en charge et du soin. Et je pense qu'on se rejoint bien sur le côté holistique. Donc moi, j'ai été pédopsychiatre dans un hôpital français pendant 20 ans. Et puis après, j'ai décidé que j'avais envie de changer de pays, j'avais envie de changer de culture. Et alors, pour apprendre à connaître un maximum de cultures, je me suis installée ici à Londres, qui est une ville très, très multiculturelle. Je dis que c'est un World Village. Et j'avoue qu'avant le Covid, j'ai été très gâtée de ce côté-là. Bon, là, c'est un petit peu mis en veille, malheureusement, à cause des restrictions du Covid. Mais bon, je me suis régalée à rencontrer des familles venant du monde entier, beaucoup de couples mixtes. Et vraiment, mon métier a une grande richesse là aussi depuis que je suis installée ici. En dehors du fait d'être pédopsychiatre et de faire des consultations de pédopsychiatrie, je me suis aussi formée à la thérapie familiale, à l'hypnose, qui sont un petit peu mes grands dadas. Et puis, à un moment, j'ai aussi fait une formation de coaching pour du coaching d'équipe. Donc, j'ai moi aussi une approche assez holistique et variée de mon métier et puis de ma façon de me présenter aux gens qui me font confiance pour les accompagner. Et je pense que là-dessus, je rejoins bien les valeurs de l'IFGAP. Donc, ça me fait grand plaisir de participer à cette conférence dans cette optique-là ce soir. Merci beaucoup, Denise. Alors, Karim, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ma présentation? Je crois que tu as parfaitement les choses, hein. Bonjour Hermina, bonjour Denis, c'est un plaisir de vous retrouver ici. Bonjour à toutes les visionnautes connectés, toutes les visionnautes connectées. Voilà, donc je suis l'initiateur de l'IFGAP, effectivement, et
initiateur d'un certain nombre d'événements réguliers, d'événements culturels, artistiques, orientés tous sur l'humain, et les ressources de l'humain, notamment les ressources naturelles de l'humain. Et là, eh bien, nous allons rentrer dans le vif du sujet, je crois. À moins qu'il y ait quelque chose, Hermina, à rajouter? Alors, j'aimerais simplement inviter les personnes qui nous suivent à poser des questions au fur et à mesure de cette conférence. Moi, je les noterai et du coup, je vais les regrouper pour vous les poser à la fin de la conférence. Donc, sachez, n'hésitez pas à poser des questions et moi, je les transmettrai en fin de conférence donc à Denis et à Karim. Voilà, donc c'est surtout cette consigne-là. N'hésitez pas à écrire questions en majuscules pour que je puisse identifier par rapport voilà, à la liste des questions ou des commentaires que vous pouvez nous poser. N'hésitez pas à nous dire d'où vous nous suivez, d'où vous venez. Voilà, ça serait très intéressant également de vous connaître. Voilà, donc on vous dira au fur et à mesure de la conférence. Donc, je te laisse la parole, Karine, pour entamer le sujet de comment se libérer des traumatismes et du stress. Voilà, donc c'est un sujet qui est... il va y avoir toute une liste de rencontres de ce type-là, hein, avec des amis et experts invités. La prochaine portera sur les dépendances affectives et addictions. Là, nous serons centrés aujourd'hui sur la question du stress, des traumas, du traumatisme. Première partie où moi, je vais être plus centré sur bien définir de quoi nous parlons, quel est le sujet qui nous relie aujourd'hui. Et puis la deuxième partie sera beaucoup plus centrée sur ce qu'on appelle la clinique, sur des situations concrètes de terrain, dans l'accompagnement thérapeutique, avec Denis. Hein, nous compléterons dans nos moments de partage. Alors, il y a un terme régulier qu'on entend, hein, c'est celui de stress. Alors, il n'est pas inutile, je crois, de rappeler qu'est-ce que c'est que ce stress. Le terme de stress vient en fait du français, de l'ancien français qui disait déstress, qui signifie en fait détresse. C'est le chercheur canadien Hans Selye qui a particulièrement développé cette notion. En 1956, il a publié The Stress of Life, le stress de la vie, et il y décrit différents mécanismes, les différentes étapes, les différentes réactions de l'organisme face à une situation stressante ou traumatisante. Les recherches sur le sujet du stress portent aussi bien sur les humains, sur les animaux, que sur les végétaux, la nature. Alors, on a différentes définitions possibles du stress qui se rejoignent. Ici, je simplifierai, je dirais simplement que le stress, c'est une information qui est perçue comme menaçante par notre organisme, menaçante pour son équilibre, pour son intégrité. Ouais, le stress, c'est une menace qui vient de l'extérieur et qui met en jeu, qui met en danger l'intégrité, l'équilibre de notre organisme. Pour ce qui nous concerne, les humains, donc, cette information peut être extérieure à notre corps ou elle peut être à l'intérieur de notre corps. Un virus, par exemple, correspond à une information qui met notre corps en alarme et c'est ainsi que des mécanismes de défense vont être mobilisés pour préserver l'équilibre, l'intégrité de notre organisme. Il y a un autre chercheur, le neurobiologiste français Henri Laborit, qui a développé un travail remarquable sur ce sujet du stress et son approche qu'il a appelée l'agressologie. Bon, il y a deux livres que je recommande particulièrement, au-delà de cette conférence, causerie. C'est l'éloge de la fuite et l'inhibition de l'action. Je n'ai pas le temps de développer ici, mais c'est un bon travail qu'il a fait. Et il y a même un film qui a été réalisé à partir de ces travaux, un vieux film qui s'appelle Mon oncle d'Amérique. Et il y est mis en évidence comment le stress, et particulièrement le stress répété, conduit à la maladie et à des troubles de comportement. Il a ouvert la voie à une nouvelle discipline
qui s'appelle la neuropsycho-immunologie. Et cette discipline étudie plus particulièrement le fonctionnement et l'interaction de trois systèmes majeurs de notre corps, qui sont le système nerveux, le système hormonal et le système immunitaire. Avec les neurosciences, aujourd'hui, qui sont en avant, nous avons des voies de compréhension des mécanismes qui sont mobilisés lors de situations de stress et des états dits de stress post-traumatique. Alors, je vais chercher à mettre en place quelques clichés. Je peux partager, Hermina, c'est bon? Hop, cliché. Oui, tu peux. Voilà, c'est parti. Donc, nous voyons ces notions de stress, de trauma, de traumatisme. Et j'ai proposé comme définition simple, le stress étant une information perçue par notre organisme comme une menace, comme une agression contre son équilibre, son homéostasie, on dit, contre son intégrité. Et comme vous le voyez, le stress passe par trois phases. Une phase d'alarme, en phase aiguë, où le corps va mobiliser des moyens de défense contre l'agent stressant, contre l'agression. C'est la phase dite d'alarme, la phase aiguë. On a une deuxième phase, lorsque cet agent stressant persiste, nous allons entrer alors dans une phase qui est appelée la phase de résistance. Le corps cherche à s'adapter à cette situation. C'est la phase d'adaptation à la situation. Et puis, si ça perdure, nous allons arriver à une troisième phase, qui est la phase d'épuisement, quand l'exposition à l'agresseur se reconduit dans le temps, les défenses finissent par craquer, par s'effondrer, et des symptômes spécifiques en termes de maladies ou de troubles de comportement apparaissent. Alors, l'agent stressant peut être un stimuli d'ordre très différent. Ce sont sur le plan physique, comme une agression, comme un vol, un viol, comme un accident. Il peut être social, comme la crise sanitaire, où on constate les effets délétères en termes de suicide, en termes de dépression et en termes traumatiques, clairement. Ça peut être d'ordre émotionnel, enfin la liste est assez longue, je ne vais pas l'énumérer de manière exhaustive ici. Pour ma part, je témoignerai de mon expérience personnelle de trauma. Donc, quand on est dans cette situation de stress extrême, où il y a un agent agresseur externe qui agit de manière violente, eh bien, le cerveau déclenche donc un état d'alerte et que ça va se caractériser par des réactions physiologiques. On n'aura pas le temps de les développer ici. Tous ces processus ont été bien mis en évidence par les études sur le stress et par Hans Selye. Et en termes de stress, notamment, on a les catécholamines, on a le cortisol, l'adrénaline, qui sont des substances qui sont produites, notamment dans le centre ici. On a le cerveau archaïque le plus ancien ici, avec ici la moelle épinière qui descend dans la colonne vertébrale, avec le tronc cérébral, un petit cerveau de secours, entre guillemets, qui est le cervelet ici. C'est le premier étage le plus archaïque, que moi j'aime bien garder cette métaphore du reptilien, même si actuellement c'est en question au niveau des neurosciences. Et puis ce deuxième étage-là, qui est le système limbique, où là il y a l'amygdale, il y a le système hypophyso-thalamique, où il y a les sécrétions de ces substances, ces hormones qui vont caractériser le stress. Et en état de stress aigu, on a le troisième étage ici, notre néocortex, qui va se trouver court-circuité. Le néocortex, c'est l'endroit où c'est le siège de la parole, c'est le siège de la pensée, c'est le siège du recul par rapport à la réalité. Mais là, lorsque nous avons un état de stress aigu, un trauma,
Eh bien, ici, c'est les systèmes de survie, le cerveau archaïque qui va entrer en jeu avec, on ne le voit pas ici, tout le système neurovégétatif avec le système ortho et parasympathique, le système de l'action et de la relaxation qui rentre en jeu. Et c'est le système de la survie qui va agir. Ouais. Et là, la partie réflexive de la pensée, du recul, elle est mise hors circuit, puisque là, on est en situation d'alarme, en situation de danger pour l'organisme. Et là, sa vocation première, son objectif premier, c'est de nous permettre de survivre. Alors, pour ce qui me concerne, je peux évoquer mon expérience de trauma. J'avais 18 ans et avec 3 copains dans le sud de la France, en Camargue, un samedi soir, comme bien des jeunes, nous sommes partis en boîte de nuit, à 4 dans la voiture. Et puis, eh bien, sur la route des Saintes-Maries-de-la-Mer, juste à la sortie d'Arles, le copain d'enfance qui conduisait a perdu le contrôle de la voiture, on roulait assez vite, et tonneau, choc contre un arbre, et nous voilà donc en travers de la route avec la place où j'étais assis à l'arrière. Il n'y avait pas de ceinture de sécurité à l'époque, et là, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis encore là, puisque la partie où j'étais assise a été complètement écrasée, et j'ai été balancé pendant les tonneaux à l'intérieur de la voiture. Et je suis sorti de la voiture et je me suis retrouvé dans la nuit. C'était la nuit, hein, le samedi soir. On allait en boîte de nuit. Et je me suis retrouvé à marcher sur la route en me disant, mais comment on va faire pour arriver maintenant à la boîte de nuit? Comment on va faire pour aller jusqu'au Sainte-Marie-de-la-Mer? Et je marchais en allant en direction de l'objectif initial. Et puis tout en marchant, il y a une forme de conscience qui se met en place et je me rends compte que ça ne va pas, quoi. C'est pas possible. Donc je fais demi-tour et là il y avait un copain qui était coincé encore dans la voiture. Je sors de la voiture, je suis dans la phase d'alarme, là, de stress total. C'est la nuit, les voitures commencent à arriver, j'arrête les voitures et puis je donne l'alarme au niveau des conducteurs qui passent là. Et puis ben, j'étais en excitation à ce moment-là, tout chaud du choc, et on me demande de m'allonger le temps que les secours arrivent. Et puis ben, une fois que je suis allongé, il n'y a plus rien qui répond. Quand j'étais dans la phase d'alarme, donc là, j'étais dans la survie, tout mon corps répondait. J'ai sorti le copain de la voiture, je suis allé voir le copain, l'ami qui conduisait, lui est décédé, donc il était avec cet élément-là aussi, très, très vivant, entre guillemets, c'est une façon de parler. En tout cas, moi, j'étais encore vivant. Et puis, voilà, je me suis retrouvé allongé, plus rien qui répond. Et chose remarquable, nous nous sommes retrouvés dans la même chambre d'hôpital, les 3 copains, et nous avons passé tout le temps où nous étions dans l'hôpital à rire, à rire. Ça me faisait rire, ça me faisait mal, moi, les contusions que j'avais eues, quand je riais, ça me faisait mal, je leur demandais d'arrêter. Donc on voit cette réaction de défense aussi par rapport, le copain était mort, et nous avons passé notre temps à rire. Et pendant des mois, eh bien, j'ai eu des cauchemars la nuit, où le copain venait, me poursuivait. Il m'était très difficile de rentrer dans une voiture, et particulièrement si je ne conduisais pas. Si je ne conduisais pas, c'était l'état de stress. Donc, il m'a fallu des mois pour récupérer. Donc là, ça, c'est un exemple vécu d'étape, hein, dans une situation de trauma. Alors, on parle de stress. Je viens de proposer une définition du stress avec ces 3 étapes qui le caractérisent. On parle souvent de trauma, de traumatisme, et souvent ces éléments sont confondus, y compris par les professionnels eux-mêmes. Alors, je vais proposer aujourd'hui à nouveau une clarification, définition du trauma. Voilà.
trauma, le traumatisme. Souvent, c'est confondu, mais ici, nous allons les différencier. Comme vous le voyez, ben, le trauma, ça signifie blessure. Le trauma, c'est une blessure qui va se traduire en termes pathologiques ou en termes de comportement. Le trauma, eh bien, il se différencie du traumatisme. En tout cas, ici, il est bien différencié. Le traumatisme est consécutif au trauma. Alors, il y a un psychiatre américain qui s'appelle Douglas Bredner, qui est un spécialiste du trauma, du stress post-traumatique. Ben, il est établi que beaucoup d'entre nous souffrent de traumatisme sans le savoir. Ouais. Douglas Bredner parle d'épidémie invisible. En fait, 90% d'entre nous a eu affaire ou va avoir affaire à une situation traumatique. Et la difficulté ou le problème, c'est que bien, nous n'en sommes généralement pas conscients et nous rentrons dans des comportements de défense par rapport à cette expérience traumatique initiale avec des stratégies qui sont là. On a une grande créativité là en termes de stratégie de défense et d'évitement de connexion à cet événement premier. Donc le trauma, c'est un événement, c'est l'événement stresseur. Il s'agit généralement d'un stimuli extérieur, d'un agent agresseur dont les contours sont identifiables. L'événement est localisable dans le temps. Il est localisé dans le temps. Ça, c'est le trauma. Le traumatisme, lui, donc, il est consécutif dans le temps. Alors que l'événement traumatique est terminé, les effets de cet événement, eh bien, les conséquences perdurent, elles, dans le temps. C'est ce qu'on va appeler l'état de stress post-traumatique. La personne n'a pas nécessairement conscience de cet état, de son état. Elle s'est adaptée de façon à éviter le contact, la connexion avec cette blessure. Et pour cela, donc, les stratégies sont multiples. Cependant, dans un contexte parfois, un contexte inattendu, parfois une information sensorielle du contexte va réactiver le trauma et la personne va manifester un trouble du comportement, plus ou moins aigu. Ça me rappelle, pendant un temps, j'ai formé des agents de prévention dans le transport urbain de la ville de Grenoble, des agents de prévention qui ont à gérer des situations délicates dans le transport en commun, des incivilités. Et ils m'ont rapporté cette situation où dans le tramway, il y avait une dame âgée et puis un groupe de contrôleurs est rentré dans le tramway comme d'un seul homme, marchant avec un pas martelé, bien rythmé, dans le tramway. Et la vieille dame est partie en panique totale. Panique totale. Et dès qu'il a été possible de communiquer avec elle et de mettre à jour ce qui s'est passé, eh bien, la façon dont les contrôleurs sont rentrés et le bruit de pas scandé dans le tramway a renvoyé la vieille dame à la Deuxième Guerre mondiale et au pas des soldats allemands. Donc, juste un élément du contexte, où le contexte n'a plus rien à voir avec la blessure initiale, le traumatisme initial, va révéler, rappeler la souffrance, la situation non réglée. En Gestalt, on parle de Gestalt inachevé, des situations qui demandent à se boucler, à se régler pour pouvoir être dépassées. Voilà, pour ma part, je pense que je peux m'arrêter là. Je vais essayer d'être le plus concis possible pour partager ces notions sur lesquelles nous avançons ce soir. Et eh bien, je laisse la parole à Denis pour avancer dans l'aspect plus clinique.
Très bien, merci beaucoup Karim. C'était vraiment intéressant et puis tu as bien resitué les choses sur lesquelles on part ce soir. Notamment cette notion de neurophysiologie que tu as repris avec le dessin du cerveau. C'est bien que tu aies repris ça parce que je vais rebondir là-dessus moi aussi. Oui, c'est Est-ce passionnant. On n'a que, pas le temps, on n'a pas le temps de revoir, mais tous les mécanismes qui se jouent là dans le corps, que ce soit au niveau physiologique, au niveau psychique, c'est, c'est, c'est passionnant, quoi. voilà, alors il faudrait, voilà, Hermina, si tu pouvais mettre la diapo sans, enfin juste la diapo, sans le, voilà, super. Donc, alors, je suis partie sur une première diapositive avec un labyrinthe. J'ai trouvé que l'image du labyrinthe était vraiment intéressante parce que le traumatisme, effectivement, il y a le traumatisme connu ou non connu. Je suis bien d'accord avec toi, c'est souvent un événement qui s'est passé que la personne n'a pas forcément repéré parce que justement, pendant le traumatisme, il y a eu cette déconnexion, cette dissociation qui protège quelque part le cortex, hein, la partie supérieure du cerveau où se situe la fonction de la pensée, de l'association, relier une émotion à des mots, à un sens, à une image. Ça, c'est au niveau du cortex, ça se fait. Mais quand quelqu'un a un traumatisme et qu'il est comme toi, en pleine réaction orthosympathique avec l'adrénaline à fond, le cortisol à fond, souvent, tout le sang est appelé à se situer dans le corps pour qu'on puisse plus courir plus vite. Enfin, ça a une fonction physiologique puisque du temps de la préhistoire, quand on était face aux lions et aux bêtes sauvages, il fallait bien qu'on ait un peu plus de sang au niveau des poumons et dans les jambes pour pouvoir courir très vite et s'échapper. Donc le stress, il a une fonction de protection de l'individu. Sauf que quand tout le sang est appelé dans ces zones justement de réaction physique et d'hyperréaction physique, bon, au niveau du cortex, on s'est aperçu qu'au niveau du cortex cérébral, celui qui notamment est la zone du langage et la zone de l'association, de la pensée, ben, il y a un peu moins d'afflux de sang et du coup, la personne à ce moment-là n'arrive plus à penser. Alors, elle peut avoir ce que toi tu as décrit, la dissociation, c'est-à-dire de continuer de façon automatique sur une activité, comme continuer à aller en boîte de nuit ou faire quelque chose qui est complètement désadapté à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle la dissociation. Ou alors, elle peut avoir plusieurs réactions qui semblent un peu absurdes et différentes et dont elle ne sait pas forcément le sens. Mais le problème est que comme il y a ce cortex qui est coupé du reste du cerveau, ben finalement, c'est dans l'amygdale que se joue le vécu. Et puis, quand l'amygdale est saturée, ben forcément, elle ne dépose pas le traumatisme et c'est là que le stress post-traumatique peut être coincé et c'est pas forcément conscient. Donc, ce traumatisme-là, il peut rester dans l'inconscient pendant des semaines, des jours, des semaines, des années, on ne sait pas. Et lors d'une petite chose, ça peut être réactivé. Donc, c'est pour ça que je parle de traumatisme, de réactivation et de stress. Et souvent, c'est réactivé par un stress mineur. Et c'est un petit peu ces exemples-là que je voulais vous citer aujourd'hui parce que j'ai sorti des exemples qui sont sortis du contexte du Covid et de stress que les gens ont eu du fait des restrictions du Covid ou de la situation sanitaire et qui leur ont justement réactivé des traumatismes qu'ils n'avaient pas du tout élaborés dans le passé ou élaborés de façon pas suffisante et superficielle. Est-ce que je peux avoir la diapositive suivante, Hermina, s'il vous plaît? Donc, alors oui, je voulais dire deux mots du freeze ou du fight and flight. Donc, quand il y a comme ça le cortex qui est coupé et qui est moins irrigué, il y a deux réactions possibles. Et c'est les réactions qui se passent aussi quand il y a une réactivation de stress post-traumatique. C'est-à-dire que le freeze, c'est quand on est complètement inhibé, on est gelé, comme quand Karim n'arrive plus à bouger et qu'il est complètement comme paralysé.
on n'arrive plus à penser, il n'y a plus de son, plus d'image. Donc ça, c'est une réaction. C'est souvent une réaction qu'ont les enfants quand ils ont très peur. Ils sont complètement bloqués et inhibés. Et puis, le fight or flight, alors ça, c'est au contraire, on devient hyperactif, il y a une hyperactivation du système orthosympathique, donc le système, l'accélérateur du corps, hein, donc avec soit une agressivité extrême, soit un passage à l'acte, soit une fuite en avant. Enfin bon, il peut y avoir en tout cas, des deux réactions sont quand même bien pathologiques. Ça peut être aussi hétéro ou auto-agressif. On a chez les adolescents parfois quand ils ont comme ça des grosses crises d'angoisse avec des réactivations de stress post-traumatique, il peut y avoir des lacérations des bras, il peut y avoir d'autres réactions. On dit aussi que dans certaines conduites addictives, ça peut être une fuite aussi et que ça peut être impliqué aussi. Voilà, enfin, les deux réactions ne sont pas très bonnes. On peut passer à la diapositive suivante, Hermina, s'il vous plaît. Donc, quelques exemples cliniques d'actualité. Voilà. Alors, je voulais vous parler d'une maman que je suis dans le cadre d'une thérapie familiale pour une jeune fille qui a une anorexie. La thérapie familiale avançait très bien, ça marchait bien, la petite allait mieux, les parents qui étaient vraiment très très angoissés pour l'anorexie de leur fille et qui n'avaient plus du tout confiance, qui étaient dans l'hyper-contrôle, ont réussi à nouveau lui faire confiance. L'enfant, enfin la jeune fille qui était très très agressive et très en colère contre ses parents a réussi à leur refaire confiance aussi, on avançait bien. Et puis ici à Londres, on a eu malheureusement un deuxième lockdown à partir du mois de décembre. Donc moi, je les ai vus depuis l'été dernier, donc on a eu une belle progression jusqu'au mois de décembre, et je les revois au mois de janvier, et alors là, paf, ça allait plus du tout. La mère était dans un état pas possible, ils se disputaient autour de chaque repas parce que 10 grammes de pain de plus, 10 grammes de pain de moins, et enfin bon, c'était à nouveau, il y avait une rechute très importante avec une agressivité très importante de la famille, et surtout de la mère envers la fille, donc anorexique, malade quand même, paradoxal. Et la petite se plaignait en disant, mais moi j'ai fait des efforts pour aller mieux, et puis chaque fois que je descends de ma chambre, maman est méchante avec moi. Et là, la maman s'arrête en disant, oui, effectivement, elle sentait elle-même qu'elle était d'une agressivité folle. Et là, elle a pu partager qu'en fait, elle était traumatisée par le sentiment d'impuissance. L'impuissance donc elle avait eu une première, c'est une femme qui a 2 filles, donc la fille cadette avait eu une dépression l'année d'avant et il s'était senti vraiment très démuni, et puis elle allait mieux, et puis après la deuxième, donc l'aînée a eu l'anorexie, et c'est une maman qui a toujours essayé de tout faire pour bien s'occuper de ses enfants et de leur donner de l'équilibre, et tout à coup, elle est impuissante. Malgré le fait qu'elle ait appris à ses enfants comment s'occuper d'elle, comment être dans le bien-être et tout, malgré tout ça, les 2 gamines ont quand même eu des problèmes de santé mentale assez graves. Et ce constat d'impuissance, elle ne l'avait pas fait consciemment. Et là, le fait de se retrouver dans l'impuissance à cause des restrictions du Covid, de ne pas pouvoir travailler comme elle le souhaitait, de ne pas pouvoir aller voir la famille en France, tout ça, faire les allers-retours, elle s'est sentie dans l'impuissance. Effectivement, on lui avait enlevé la puissance et la liberté d'agir comme elle pensait qu'il était bon pour elle et pour sa famille. Et tout à coup, elle s'est sentie traumatisée par l'impuissance. Et je pense que l'impuissance là des restrictions dues au Covid a réactivé le traumatisme d'avoir été impuissante face aux problèmes mentaux de ces 2 enfants. Donc j'avais trouvé que le traumatisme de l'impuissance était intéressant. Alors après, il y a un autre traumatisme que j'ai vu réactiver, alors chez beaucoup de mes patients, mais je voulais vous
vous citez un cas clinique en particulier, c'est le traumatisme de l'isolement affectif. Parce qu'effectivement, en période de lockdown, les gens se retrouvent seuls, donc à pas pouvoir voir leurs amis, socialiser. Et j'ai suivi un jeune homme de 18 ans qui avait été très traumatisé. Alors là, le traumatisme était conscient par un harcèlement moral au lycée. Il avait vraiment été harcelé et physiquement et psychiquement de façon importante. Il était venu me voir l'année d'avant pour ça. Je l'avais mis sous antidépresseur. Il avait suivi une psychothérapie où il avait bien élaboré la confiance en lui. Il avait bien traité le traumatisme. Enfin, il allait beaucoup mieux. Et pareil, pof, deuxième lockdown, et ce jeune homme alors à l'époque, il faisait des grosses crises d'angoisse, mais où il pouvait pas du tout rester seul dans sa chambre. Enfin, c'était vraiment des crises d'angoisse très invalidantes. Il les faisait plus du tout. Et là, avec le retour du lockdown, pof, au bout de quelques semaines, recrise d'angoisse. Et en fait, en discutant, on a vu que c'est l'isolement affectif, le traumatisme qu'il avait, un des éléments qu'il avait vécu lorsqu'il avait été harcelé, parce qu'une personne harcelée se sent en isolement affectif, elle se sent dans le rôle de la victime qui est isolée, pour laquelle personne ne peut aider. Donc cette notion d'isolement quand on est traumatisé, elle est très forte, et surtout quand on est victime. Et le deuxième lockdown, avec le fait qu'il ne puisse pas voir les amis qui s'étaient fait à l'université, tout ça, a réactivé chez lui ce traumatisme de l'isolement affectif. Et alors, il a pu l'élaborer, et du coup, je lui ai proposé de le traiter spécifiquement en hypnose, ce qu'on a fait avec des scénarios réparateurs. Et c'était vraiment un succès thérapeutique, il a pu aller mieux. Je l'ai remis aussi sous traitement, mais enfin bon, ça ne peut pas faire de mal dans ces cas-là. Mais il a pu ressortir de la maison, il a pu redormir seul dans sa chambre, enfin, il a pu vraiment se débarrasser de ces crises d'angoisse très invalidantes petit à petit. Il y a un cas similaire, c'était là aussi un jeune homme que j'avais vu lors du premier confinement qui avait fait une dépression importante. Lui, l'isolement social le renvoyait en fait au harcèlement moral qu'il avait subi de la part de son papa. C'était un traumatisme complexe, c'est-à-dire un traumatisme très répétitif, c'est-à-dire qu'on fait la distinction entre le traumatisme simple et le traumatisme complexe. Le traumatisme simple, c'est un événement traumatisant unique. Le traumatisme complexe, c'est un traumatisme qui peut être mineur, mais qui est très répétitif sur des années. Donc lui avait subi un traumatisme complexe pendant pratiquement toute son enfance. Et pareil, l'isolement social, le fait de se sentir isolé, seul et impuissant vis-à-vis du papa qui l'avait harcelé, avait été réactivé au premier lockdown. Il a été beaucoup mieux après ce premier lockdown. Il a repris sa vie sociale, tout allait bien. Et rechute massive au deuxième lockdown avec à nouveau le même symptôme qui a été pris. Moi, je voulais aussi dire un petit mot par rapport aux addictions. Parce que, en fait, le Covid a fait quand même pas mal flamber tout ce qui est conduite addictive ou conduite de dépendance. Le fait de rester à la maison, d'être isolé, d'avoir peu de distractions surtout, a fait flamber pas mal de situations d'alcoolique, de prise de drogue, mais aussi tout ce qu'on appelle en anglais les eating disorders, c'est-à-dire les anorexies, boulimies, et le binge eating disorder, c'est-à-dire le fait de manger de façon excessive sans se faire vomir. Il y a eu une grosse activation de tous ces cas pendant ce deuxième lockdown notamment. Et je voulais vous attirer l'attention qu'en fait, dans les études récentes sur l'addiction, on se rend compte qu'en fait, la connexion au réseau social et le fait de reconnecter nos passions au réseau social est un facteur de guérison beaucoup plus important
que la sobriété. Parce que classiquement, on disait toujours, on soigne une addiction en demandant à la personne d'être sobre, c'est-à-dire d'arrêter ce qui la rend addictive. Chez l'alcoolique, on lui demande d'être sobre par rapport à l'alcool. Chez la personne qui est addicte aux médicaments, on lui demande d'arrêter les médicaments. Enfin bon. Et la personne qui fait des excès, des crises de boulimie, on lui demande de manger de façon régulière et d'arrêter les crises de boulimie. Et en fait, on s'est rendu compte que la sobriété aide, certes, mais ce qui vraiment guérit les gens, c'est de se reconnecter à un réseau social très varié, à des activités sociales très variées. Et là, ça a été beaucoup plus difficile à cause des restrictions du Covid, notamment dans un lockdown de durée aussi longue que celle que nous avons eue ici en Angleterre. Donc, toutes ces nouvelles activités, le club social, les rencontres autour de centres d'intérêt commun, les sorties en famille, étaient beaucoup plus limitées. Alors, diapositive suivante, c'est un petit peu là-dessus que je voulais solliciter le dialogue avec Karim. Hein. On a dit qu'on en parlait ensemble. Et pour soigner, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la voie royale, c'est quand même tout ce qui permet une reprogrammation de l'impasse dans laquelle le traumatisme est venu se loger, parce qu'il vient se loger dans une petite impasse du non-conscient, et le fait de reprogrammer ce non-conscient, à mon sens, c'est vraiment la voie royale du soin. Donc, il y a beaucoup de techniques qui proposent ça. Bon, là, en hypnose, on propose des techniques de reprogrammation, en EFT, en EMDR et en Gestalt. Donc, l'EFT, c'est le tapping, le MDR, c'est les mouvements des yeux. Donc, là aussi, c'est un peu basé comme en hypnose sur la reprogrammation. Mais j'aimerais bien que toi, Karim, tu nous dises un petit peu en Gestalt comment ça fonctionne pour justement reprogrammer le traumatisme et sortir la personne de l'événement traumatique qu'elle garde dans son inconscient. Oui, on a besoin encore des clichés. Tu as encore un autre cliché à nous faire voir après? C'était le dernier cliché, mais je n'ai pas fini d'en parler parce que je parlais de la méditation pleine conscience, de la psychothérapie classique et de la place du médicament, mais tu veux que je finisse là-dessus et après tu reviens sur la Gestalt? Voilà, tout à D'accord. fait. Juste rapidement, donc pour finir les soins qu'on peut proposer, donc la méditation pleine conscience, moi j'en parle quand même parce que c'est un excellent facteur préventif qui permet d'abaisser les niveaux de stress en général. On s'est rendu compte quand même chez les gens qui méditaient régulièrement, ils avaient un système immunitaire beaucoup plus fort, ils arrivaient à gérer le stress mieux, toutes les maladies liées au stress, elles étaient moins fortes chez les personnes qui méditaient régulièrement, et notamment la méditation en pleine conscience de façon régulière permet aussi de guérir sans médicaments les dépressions résistantes, enfin les dépressions récurrentes. Donc, on s'est rendu compte que les gens qui faisaient des dépressions récurrentes, s'ils se mettaient à méditer régulièrement, on pouvait leur arrêter les antidépresseurs. C'est un outil plutôt préventif, je dirais, mais qui aussi peut être utilisé en curatif, enfin dans les deux. Et je le recommande fortement pour tous les thérapeutes modernes. La psychothérapie classique aide quand même à reprendre confiance en soi et parfois élaborer un traumatisme quand il n'est pas trop refoulé, qu'il est connu. La psychothérapie classique peut aussi, dans certains cas, bien restructurer la personne et l'aider à guérir d'un stress post-traumatique. Et alors, à la place du médicament, je l'en parle parce que je suis psychiatre, donc ça m'arrive de prescrire. C'est vraiment quand le stress inhibe énormément les capacités d'élaboration, qu'il est tellement fort qu'il enlève à la personne sa façon de vivre normalement, hein, une personne qui ne peut plus sortir de chez elle ou qui a des idées suicidaires sans arrêt dues à l'angoisse et au stress. Pour moi, c'est juste un partenaire ou un membre de l'équipe. Moi, je dis toujours, le médicament fait équipe
avec la thérapie. Peu importe l'outil thérapeutique, mais il fait équipe avec la thérapie pour permettre à la thérapie de prendre son plein essor et d'être vécue et d'être terminée pleinement, quoi. Donc, ça enlève un peu la douleur aiguë pour que la personne puisse vraiment faire sa thérapie. Donc, pour moi, le médicament n'est qu'un co-thérapeute, ce n'est pas le thérapeute principal et je pense que c'est très important de le considérer comme ça parce que si on prescrit un médicament et qu'on se contente de prescrire le médicament, ben, la personne, aussitôt qu'elle arrête son médicament, elle va retomber quelques mois après, quelques semaines, quelques mois après, dans une dynamique où elle ne sera pas libre. Donc, ça ne peut être qu'un partenaire et pas un traitement unique. Voilà. Donc, on n'a plus besoin de la diapositive et j'aimerais bien que tu nous parles un peu de la Gestalt parce que tu m'en as parlé Oui, tout à l'heure au téléphone quand on préparait cette conférence et j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Merci beaucoup, Karine. Merci à toi, Denis, de cette présentation qui est en plus complètement dans l'actualité de notre société, de notre monde. Hein, c'est puisé dans la réalité de ton quotidien. C'est vrai que je l'évoquais, le docteur Bremner, le psychiatre américain, qui disait que 90% d'entre nous sommes dans une problématique de trauma. Hein. Hermina, excuse-moi, Karim, est-ce que je peux t'interrompre quelques secondes? On me prévient que le son de ton côté n'est pas très fort. Est-ce que tu as la possibilité d'augmenter le son? Alors, de mon côté, augmenter le son. Je peux écouter le son. Ou alors, je vais parler plus fort peut-être. Oui, vas-y. Et je vais parler plus fort. D'accord, je vais parler plus fort. Alors, nous disions donc, nous sommes pour la majeure partie d'entre nous, en fait, que nous le sachions ou pas, très probablement avec du trauma. Et ceci peut expliquer l'état de notre monde d'ailleurs, hein, du comportement de nos congénères. Et avec les neurosciences et l'épigénétique, il semble bien mis en évidence que le trauma se transmet d'une génération à l'autre. Hein, donc c'est aussi un constat qui est important. Alors, pour en venir à la gestalthérapie, qui est ma référence première, on a vu que le trauma, c'est un événement qui a lieu dans le temps, plus ou moins grave, plus ou moins traumatisant, et puis c'est fini. L'événement n'a plus lieu. Le temps se déroule et dans l'intériorité de l'être, les effets délétères se continuent. Donc, nous sommes ici et maintenant avec notre histoire, avec nos traumas. En Gestalt, ce sont avec nos situations inachevées. Et la gestalthérapie est la thérapie de l'ici et maintenant. Donc, nous travaillons avec l'autre, avec l'être de l'autre, dans l'ici et maintenant. Et il s'agit d'être dans une prise en compte vraiment globale de la personne. Les gens qui sont essentiellement branchés neurosciences ont tendance à tout regarder qu'en termes de neurophysiologie et un petit peu à éluder la dimension de la psyché, hein, de ce qui anime. Là, la démarche consiste à vraiment prendre en compte le corps, différents niveaux dans le corps, dont le premier, le ressenti corporel, la dimension limbique des émotions, la dimension des pensées. C'est vraiment prendre la personne dans sa globalité. C'est pas évident à décrire cela, et c'est pas l'objet d'ailleurs hein, de cette conférence de parler de l'approche de la gestalthérapie de manière spécifique. Mais pour ce qui me concerne, j'accompagne régulièrement des situations traumatiques et l'approche gestaltiste permet une grande créativité, et ma conception de la thérapie consiste à pouvoir s'ajuster à l'autre et proposer la médiation qui va être la plus adaptée à la dynamique de la personne, à sa capacité à accéder à elle-même, à son intériorité et à connecter des processus qui vont permettre du changement. J'ai envie d'évoquer une situation clinique qui est celle d'une
jeune femme que j'ai suivie pendant près de 4 ans. Et cette jeune femme était enceinte de jumeaux. Elle s'est retrouvée au moment de l'accouchement à être en urgence mise sous anesthésie générale. Et puis, quand elle est revenue de l'intervention, eh bien, elle n'avait qu'un bébé. L'autre jumeau était décédé. Elle ne l'a jamais vu. Et quand elle est venue me voir, elle portait des lunettes noires tout le temps. Elle ne supportait pas la lumière, pas le soleil. Et elle avait son bébé qui était toujours dans son ventre. Il était toujours dans son ventre. Donc, dans les séances, il était là. Le sentait bouger, on parlait avec. Et avec ça, j'ai fait des séances individuelles avec cette jeune femme. Et puis, à 2 reprises, je l'ai invitée dans un groupe de gestalt thérapie. Et dans un groupe de gestalt thérapie, dans le mode d'accompagnement gestaltiste, elle s'est retrouvée à retrouver un moment à l'hôpital traumatique et où elle est rentrée dans une forme d'hypnose, de transe ou de psychose, où moi, j'étais devenu le médecin. Je n'étais plus moi, Karim, le thérapeute, là, j'étais le médecin. Et pendant près d'une demi-heure, j'ai été dans ce voyage avec elle, revisiter ce trauma. Et puis, on a traversé cette épreuve, et puis tout allait bien. Hein, les choses sont bien remises en place. Et bon, quand je l'ai retrouvé en séance individuelle, le bébé était toujours là. Quelques mois plus tard, à l'époque, j'animais un groupe mensuel de danse-thérapie, d'art-thérapie par la danse. Et j'intégrais une approche qui s'appelle la TTT, la Trans-Terre Psychothérapie. C'est une approche développée par un psychiatre brésilien, Eckstein, qui a extrait les pratiques traditionnelles de trans pour retenir juste la technique de la rotation, de la giration, donc avec des modalités particulières. Et là, j'ai invité cette jeune femme à une séance. C'était des séances mensuelles de 3 heures. Donc, je l'ai invitée à une séance. Et là, elle est partie en giration. Et là, sans un mot, elle a commencé à tourner, retourner dans toute la salle, par terre. On ne l'arrêtait plus. Elle a tourné. Et ensuite, quand elle est revenue, elle est sortie de cette transe. Elle m'a dit, ça y est, il est parti. Il est parti. Voilà, donc voilà ma gestalt thérapie. Donc, c'est une approche qui est créative, qui va, selon les moments, les possibilités, mobiliser des médiations. Là, en ce moment, j'accompagne par exemple une femme qui a, à l'âge de 50 à 54 ans, il y a 3 ans, a eu un retour de mémoire où elle a retrouvé une situation incestueuse avec son père et depuis, ensuite, elle est rentrée dans l'addiction à l'alcool. Et donc, avec cette personne, comme elle dessine, le travail se déploie, entre autres, il y a tout un travail au niveau du corps, une approche particulière que je développe, et on travaille avec la métaphore du dessin. Et on a une évolution qui est en train de se faire, voilà, donc tout ça, c'est en cours. Donc, l'approche de la gestalt thérapie, en tout cas telle que je la connais et que je la pratique, permet une richesse d'adaptation et de créativité avec chaque personne. Je considère chaque personne dans sa singularité et je tâche de m'ajuster au mieux à la dynamique spécifique de la personne. Voilà, je ne sais pas si je t'ai répondu, Denis, si j'étais dans le bon sens. Oui, j'adore cette histoire. J'adore l'histoire d'une danse qui guérit cette mère qui a perdu son bébé. J'adore cette histoire. Merci de l'avoir racontée. Voilà, il y en a, bon, j'en ai une pelletée, hein, d'adolescentes aussi, des enfants aussi en traumatisme. Et ce rapport au corps qui est développé, que je développe notamment au niveau de l'IFGAP, il y a une approche qui s'appelle le mouvement essentiel que je développe, qui permet de connecter le corps à un niveau vraiment archaïque, très archaïque, en deçà du langage, avec une qualité de connexion qui amène des processus de transformation qui sont là, régulièrement constaté depuis plus de 30 ans. Et je voudrais dire aussi qu'il y a une ressource aussi qui est appréciable. D'abord 2 choses. Un, pour changer, se libérer le cerveau, puisque c'est le thème de
notre échange là, il n'est pas nécessaire, absolu, de retrouver la cause, la source, la blessure originelle. Hein? Ça, c'est Oui, c'est appréciable, c'est bien une de le bonne nouvelle. préciser, effectivement. Hein? Pendant des décennies, on a été conditionné à aller chercher la cause, le pourquoi. Donc là, le constat est qu'il est possible de changer, de se libérer sans avoir connexion avec la source. Et là, Tout à fait. notamment, on a aussi comme ressource que je constate, c'est le travail de la métaphore. Là, au niveau de la métaphore, et moi, je ne sais pas si tu as lu mon article sur la magie, l'analogie, la métaphore en thérapie. Je différencie différents types de métaphores, jusqu'à ce que j'appelle les métaphores de l'archaïque, où il y a une mobilisation du corps spécifique, où du travail se fait sur le mode métaphorique, en deçà des mots, en deçà des langages, avec un constat sur le plan clinique de changements parfois spectaculaires. Mais il n'y a pas de magie, il n'y a pas de méthode miracle, que ce soit l'hypnose, que ce soit le MDR, que ce soit la gestalt thérapie ou l'AFT, il n'y a pas. Parce que là, c'est pas possible de prédire quand la personne va être libérée ou guérie, si on regarde ce terme de guérison. Ouais, ça, moi, en tout cas, je ne fais aucune prédiction. Quand les gens me demandent, je leur dis à votre avis. Voilà. C'est une très bonne réponse parce que la réponse, elle est dans leur inconscient, dans leur non-conscient. Ils ne le savent pas forcément parce que par définition, c'est non-conscient, mais elle est bien là, la réponse. Tout à fait. Et quelque part, c'est magique quand même parce que comme c'est du non-conscient, bah, il y a quand même cette magie qui opère. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je trouve que ces thérapies, l'outil de thérapie, même si c'est du travail, même si c'est un accompagnement, quelque part, il y a quand même toujours l'effet magique où tout à coup, le thérapeute ne sait pas quand la personne va aller mieux, mais souvent, à un moment où on se dit, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver, il y a quelque chose qui se passe et hop, la personne va mieux. Et il y a quand même souvent ça en thérapie, que ce soit en psychothérapie, que ce soit en thérapie familiale, que ce soit en hypnose. Je trouve qu'il y a quand même ce côté toujours un peu magique de l'imprévu que moi j'apprécie beaucoup. Moi, j'ai une question pour vous deux. Pour une personne qui a subi un traumatisme et qui n'y connaît rien en thérapie, en mode thérapeutique, il y a vraiment une masse de choses qui nous sont proposées. Comment elle s'y retrouve? Vers où elle se dirige? Et encore, je sais qu'il y a des personnes qui vont vers d'autres thérapeutes, psychothérapeutes, où là, c'était du n'importe quoi. Donc, comment savoir si tel ou tel thérapeute a bien été formé? Je suis désolée de le dire, mais c'est le cas. Voilà, c'est ce genre de questions pour les personnes qui nous écoutent. Voilà, elles sont victimes d'un traumatisme ou elles connaissent quelqu'un qui est victime d'un traumatisme. Qu'est-ce que vous leur conseillerez? Vers qui? Comment elles font pour se dépatouiller de ça? Vers qui elles se Alors, dirigent? moi, j'ai envie de répondre, si tu veux bien, Karim, que je prenne après tu feras ta réponse parce que je suis sûre que tu en as une différente de la mienne. Moi, je pense que c'est important que la personne s'adresse vers un thérapeute ou un psychiatre, ou un médecin psychiatre, ou un psychothérapeute qui est formé à soigner le stress post-traumatique. Donc, effectivement, il faut qu'elle se renseigne si la personne propose le soin du stress post-traumatique. Normalement, si la personne le propose dans son profil ou dans son annonce professionnelle, c'est qu'il y a eu une formation. Après, ça dépendra beaucoup de la personne elle-même. Il y a des gens qui répondent très fort à l'hypnose, d'autres qui vont répondre plus à une thérapie classique, d'autres qui répondent très bien à l'EMDR ou à l'EFT. Ça dépend vraiment de la structure de personnalité de la personne. Donc, si la personne n'y connaît rien, il faut qu'elle s'adresse sur un thérapeute qui propose spécifiquement du travail sur le stress post-traumatique et puis qu'elle essaye, quoi. Et si vraiment elle sent que ça ne lui apporte rien, mais parfois il faut beaucoup de séances et un long suivi pour arriver à atteindre le traumatisme. Donc, mais déjà, c'est un bon point de départ de s'orienter sur quelqu'un qui propose ça dans son profil professionnel.
Merci, Denis. Oui, alors, des observations sur ce qui opère en thérapie. Les dernières observations, à ma connaissance, c'était François Rostand qui m'avait évoqué cela, c'est que c'est d'abord la personne du thérapeute et la relation qui sont les éléments opérants. Donc, c'est d'abord la personne et la relation. Ensuite viennent les techniques. Et là, on vient de le dire avec Denis, il n'y a pas de technique meilleure qu'une autre. Il y a juste l'adéquation au bon moment, la bonne rencontre avec la technique, la personne du thérapeute, le cadre, tout ça, que ce soit bien en adéquation. Et là, on a les conditions d'un effet thérapeutique possible. Maintenant, aujourd'hui, on est dans beaucoup de charlatanisme, aussi bien au niveau de professionnels labellisés, psychologues, psychiatres, médecins, que non labellisés. Et là, il s'agit de poser, les gens n'osent pas, oser poser les bonnes questions aux professionnels qui vont voir. Quel est votre parcours? Avez-vous fait de la thérapie personnelle? Quelle formation est-ce que vous avez? C'est oser poser la question. Et vous remettez votre être entre les mains de cette personne. Donc, il faut avoir les bonnes questions, oser les poser. Et ensuite, ben, il s'agit que ce soit la bonne personne. S'il n'y a pas le bon feeling, ça ne fonctionne pas. Pour ma part, tout jeune thérapeute, il m'est arrivé de voir débarquer quelqu'un dans mon cabinet qui avait travaillé avec un grand thérapeute de renom et moi, petit thérapeute débutant, je me disais, qu'est-ce que je vais faire si ce grand thérapeute n'a pas réussi à l'aider? Et puis, j'ai constaté que ça a fonctionné, la personne a progressé. Bien sûr, j'arrive sur elle a fait ce travail avec cette personne, cette personnalité, et ça a permis de maturer. Donc, c'est avant tout donc, la relation, je rappelle, pour ce qui me concerne, j'en suis à ce constat, hein, la qualité de la relation, la compétence professionnelle, et là, pour cela, il faut oser, il faut d'abord se renseigner, être trouvé par recommandation de le thérapeute qui a une bonne réputation, mais même si c'est le meilleur thérapeute du monde, s'il n'y a pas la bonne connexion, ça ne fonctionnera pas. Le résultat ne sera pas au rendez-vous. On pourra avoir un meilleur résultat avec quelqu'un qui a moins d'expérience parce que les choses qui se jouent se passent à l'insu des deux protagonistes, le thérapeute, la thérapeute ou la personne en thérapie. Les choses nous dépassent. Ça se passe à la frontière de nos systèmes respectifs. Nous formons ensuite un système spécifique thérapeutique qui est tout à fait singulier et c'est à la frontière de ces deux systèmes que se jouent les dynamiques de changement. Voilà ma réponse. Karim, je rebondis avec une autre question. Est-ce que tu dis, parmi les questions qu'on devrait poser, c'est est-ce que vous avez travaillé sur vous? Là, je pose la question des personnes qui ont suivi un cursus classique, médecine, et ensuite spécialité psychiatrie. Est-ce que tous les thérapeutes, les psychiatres notamment, doivent nécessairement travailler sur eux-mêmes pour être des bons thérapeutes, des bons psychiatres? Alors, pour les psychiatres comme pour les thérapeutes, moi, je peux répondre. Moi, mon intime conviction, c'est que si on n'a pas fait de travail personnel, elle n'est pas assez au clair avec justement, j'aime bien l'image de Karim, ce système qui se forme entre l'autre et le patient, enfin entre le thérapeute et le patient. C'est comme un peu deux nuages iCloud qui fusionnent, quoi. On est dans le cloud et c'est là que la thérapie se passe et ça se passe un peu à l'insu de l'un et de l'autre, mais plus on est au clair avec soi-même et avec ses défenses, mieux on peut apporter un nuage qui est neutre et qui est posé et qui permet d'accueillir ce qui vient de l'autre de façon la plus contenante possible. Donc, je pense qu'il n'y a pas de bon thérapeute sans travail personnel. Maintenant, il n'y a aucune obligation, enfin, là je peux parler que des psychiatres puisque je suis formée en médecine et en psychiatrie, il n'y a aucune obligation et de moins en moins de jeunes psychiatres qui se forment le font, de vraiment faire un travail sur soi.
Et moi, je connais quand même un certain nombre de personnes qui proposent des psychothérapies, même s'ils sont psychiatres, et qui n'ont pas fait de travail sur eux-mêmes. Ils ont fait des formations, donc ils ont réfléchi à eux-mêmes en formation, parce qu'en formation, on réfléchit à soi-même, mais ils n'ont pas fait vraiment un travail personnel de longue durée. Et bon, c'est vrai que pour ma part, je trouve que c'est très dommage. Je ne sais pas comment ils se débrouillent, mais je trouve que ça devrait être obligatoire. Mais ça ne l'est plus à l'heure actuelle, enfin, en tout cas pas dans la formation universitaire. Tout à fait. Aujourd'hui, les choses ne sont pas arrangées. Pour ce qui me concerne, dans mon constat, hein, le titre de psychothérapeute, par exemple, est légalisé, il est protégé par la loi. Mais pour ce qui me concerne, par rapport à mes critères, et je crois que nous sommes dans la même conception d'ENI, moi, je connais des gens aujourd'hui qui maintenant sont psychothérapeutes, ont le titre de psychothérapeute avec le numéro ADELI et qui n'ont pas fait une seule heure de thérapie personnelle. Il suffit simplement de répondre à certains critères, avoir 450 heures de formation en psychopathologie, comme si connaître la psychopathologie suffisait pour pouvoir être thérapeute. Pour ce qui me concerne, je dis non. Et avoir fait un stage en institution pour maintenant être psychothérapeute. Là, pour moi, c'est une forme de charlatanisme légalisé. C'est comme ça que je vois les choses. C'est pour ça qu'il est important de poser les questions, vraiment oser poser la question, parce que sinon, bon, bien sûr, là-dedans, il y a des gens que même s'ils n'ont pas fait de thérapie, ont une intuition personnelle, une sensibilité, une écoute, un respect qui déjà, c'est éminemment précieux. S'il y a un espace où il y a une écoute contenante, on peut déjà faire un chemin appréciable déjà. Mais Bien sûr, c'est important. selon la problématique, ce ne sera pas suffisant pour aller plus loin dans le traitement du trauma, puisqu'on est sur ce thème-là. Alors justement, par rapport au trauma, tu avais relevé quelque chose, il y avait une phrase qui m'a interpellée, Karim, par rapport au fait que le trauma se transmet de génération en génération. Donc si nous n'avons pas vécu de trauma dans notre vie, on pourrait, par rapport à ce que tu as dit, alors peut-être que j'ai mal compris, on pourrait être entre guillemets traumatisé par rapport à un trauma qui a été vécu avant notre naissance. Tu as bien compris, bien sûr. Oui, oui. Ben, Si je peux juste, oui, pardon, si je peux juste vas-y, Denis. commenter, il y a Anne-Ancelin Schützenberger qui a écrit Aïe mes aïeux, qui est un bouquin Oui. qui parle du trauma de vent de boulet, où elle a démontré qu'une deuxième génération, les petits-fils des gens qui ont été dans les tranchées, souffraient d'asthme. Et quand ils ont réussi à faire le lien avec la difficulté de respirer dans les tranchées de la guerre de 14-18 qu'ont eu leurs grands-pères, leur asthme allait mieux. Donc, elle a fait des études là-dessus, oui. Tout à fait. De traumatisme transgénérationnel, oui. Oui, elle a mis en évidence les transmissions de pathologies aussi. Moi, je suis formé à la thérapie familiale, thérapie de couple et thérapie systémique. J'ai fait pas mal d'accompagnement de famille et de couple. Et bon, régulièrement, a été mise en évidence que le couple, par exemple, je pense à un couple, quand il est allé investiguer chez les ascendants, était en train de rejouer, sans le savoir, un scénario qui se passait en haut chez des membres de la famille dont il n'avait nulle connaissance. Il rejouait exactement le même scénario. Donc, je ne suis pas d'origine chrétienne, mais dans la Bible, il est évoqué aussi que des choses vont se transmettre sur 7 générations lorsque quelque chose n'a pas été bien géré. Hein, je déforme, mais ça, c'est constaté depuis des millénaires, très probablement. La bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que bon, on n'est pas obligé de remonter jusqu'à Adam et Ève, au péché originel, a priori. Tout est là, ici et maintenant. Et à partir du ici et maintenant, il y a la possibilité de faire en sorte que ça se bouge, ça se transforme ici et maintenant. Bah, Voilà, justement, tu viens de répondre à une des questions. Donc, on a donc une personne qui pose une question: comment empêcher de transmettre nos traumas à nos enfants?
car il me semble impossible de travailler sur tous les traumas que l'on puisse avoir dans notre vie. Bon, en tout cas, c'est clair que cette mission, si nous l'acceptons, consiste à continuellement être dans cette dynamique de faire le ménage. Ouais, le bouddhisme notamment invite à ce travail. D'abord, je fais mon traitement, mon autotraitement et je travaille pour l'humanité. Donc, chacun de nous, nous avons la possibilité, si nous le décidons, d'avancer dans cette quête de l'être et dans cette quête de la résolution des traumas que nous avons tous plus ou moins. Donc, tu es en train de dire qu'être un bon parent, ça veut dire faire le ménage dans sa propre tête tout le temps? Pas que dans la tête, hein. Mais oui, oui, bien sûr. Le ménage, c'est comme la maison. Est-ce qu'on fait le ménage une fois pour toutes? Ce serait bien, hein, ce serait cool, quoi. Et non, 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 le ménage, il est continu, il est C'est un régulier, éternel recommencement. un éternel recommencement pour une évolution possible. En tout cas, moi, je suis dans ce mythe, dans cette culture humaniste de la croissance. Je m'inscris dans ce mouvement de la psychologie humaniste et qui considère l'humain dans... Est-ce que nous avons le temps de répondre à 3 autres questions ou pas? Oui. Alors, est-ce qu'un thérapeute peut aggraver la pathologie initiale d'un patient et se retrouver encore plus mal qu'avant la thérapie? Est-ce que le thérapeute peut se retrouver plus mal qu'avant la thérapie? Non, peut aggraver la pathologie initiale d'un patient. Bah, je ne sais pas. Et si c'est un charlatan, oui. Denis? Moi, je pense que là où peut-être le patient peut sortir un petit peu de sa zone de confort, c'est que s'il commence une thérapie et qu'il arrête parce que justement, il y a eu une réactivation, il y a eu quelque chose qui est revenu, et si la personne ne va pas au bout de sa thérapie, elle peut se sentir plus angoissée parce que justement, elle a réactivé quelque chose qui n'a pas pu être continué. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent leur thérapie souvent au bout de quelques séances et qui ratent leur thérapie finalement parce que parfois, pour aller faire le ménage, il faut soulever le tapis et sentir ce qu'il y a dessous. Et parfois, ça sent pas bon. Donc, il ne faut pas s'arrêter là, effectivement. Il ne faut pas juste soulever le tapis et se dire « Oh non, non, ça sent pas bon et je m'en vais » parce qu'après, l'odeur, on la garde. Je pense qu'une fois qu'on a soulevé le tapis et qu'on a vu qu'il y avait quelque chose, il faut y aller. Et ça fait pas... Parfois, ça fait un petit peu mal, mais si on va au bout, on va forcément mieux. Et je ne pense pas que ce soit du fait du thérapeute. Je pense que c'est du fait du processus thérapeutique. Mais on ne découvre rien de ce qui n'existe déjà sous le tapis. Je veux dire, ce qui existe sous le tapis, ce n'est pas le thérapeute qui l'y met, c'est la personne qui a ça en elle, dans son non-conscient. Donc, de toute manière, ça existe et c'est bien là. Oui. En même temps, quand on est dans une approche psychocorporelle, il y a eu dans les années 70 notamment tout un mouvement, et moi j'ai été là-dedans, thérapie néo-reichienne, où Freud a parlé de faire briser les résistances pour permettre le retour du refoulé et donc résoudre la situation. Et avec Reich est allé dans le corps chercher à faire sauter ces résistances. Et on a eu tout ce mouvement de thérapie émotionnelle, la bioénergie, où on va mettre le corps en posture de stress, intensifier la respiration, mobiliser de la voix et amener à rechercher justement à faire sauter les résistances pour permettre le retour du refoulé. Et là, il y a eu de la casse. Il y a eu de la casse, on amène à des décompensations puisque la personne n'est pas respectée dans son rythme. Et là, on peut faire mal. Et il y a eu des dégâts. Et le fondateur de la Gestalt thérapie, Perls, Frédéric Salomon Perls, qui était un neuropsychiatre et psychanalyste à l'origine aussi, à ce moment-là, lancé un cri d'alerte. Il a appelé ces approches les thérapies presse-bouton. Et il a dit que si nous mettons en place des résistances, eh bien, c'est ce qui nous a permis de vivre, de survivre. Et il ne s'agit pas d'aller chercher à faire sauter des résistances, mais à mener à la prise de conscience des processus qui nous mobilisent, que nous mettons en jeu, et à partir de la conscience de ces processus, avancer dans une maturation
vers une maturation et dans la responsabilité, c'est-à-dire maturation va avec la capacité à répondre de ce que je vis, de ce que je suis, de ce que je ressens ou m'empêche de ressentir. C'est dans la conscience des processus et dans cette maturation, avec ce processus de maturation, on va avancer vers la libération, la résolution des gestaltes inachevées, traumas ou autres. Maintenant, il y a aussi quelque chose qui fonctionne, qu'on sous-estime, qu'on met de côté, c'est le placebo. Le placebo, c'est quelque chose qui fonctionne. Hein, et le seul fait de porter même le titre de thérapeute, quel que soit le thérapeute, eh bien, il y a déjà un effet qui peut être là, et peut-être pourquoi pas aussi un effet nocebo, selon comment la relation se déploie. Et je voulais dire autre chose que j'ai oublié, ça c'est télescopé. Ça me reviendra peut-être. Oui, tu parlais du placebo, l'intérêt des placebos pour le patient. Rien que le titre va faire quelque chose pour le patient, le rapport entre le patient et le thérapeute. Alors, tu parlais de résistance, Karim. Une personne qui est dans le déni d'un traumatisme, qui veut absolument pas en parler parce que la réalité serait trop difficile, faire face à une réalité serait trop difficile, elle pourrait réagir par un suicide ou par une grosse dépression, etc. Si nous, on est au courant de ça, que la personne a vécu un traumatisme, elle fait comme si de rien n'était, on respecte cela. Est-ce qu'à un moment donné, cette personne-là peut exploser plus tard dans sa vie? Est-ce que si on a mis en place une résistance, est-ce que ça peut tenir jusqu'à la fin de nos jours? Est-ce que ce déni-là est faisable? Est-ce que cette personne-là peut vivre normalement jusqu'à la fin de ses jours? Déni? Je ne sais pas, je ne sais pas répondre à cette question. Je pense qu'il y a eu des études là-dessus ou quoi, je ne sais pas. Puis on ne le saura pas parce que si elle est dans le déni et qu'elle a une défense et que ça tient, on ne le saura pas forcément. Oui, moi, mon constat, c'est qu'il y a des gens qui vont aller jusqu'au dernier souffle en protection et en refus de connecter avec le trauma. Ils vont tomber malades. Oui, je pense qu'à un moment, c'est le corps qui se met à parler, Oui, peut-être. le corps parle. Hein. On va avoir soit des troubles de comportement ou des manifestations somatiques spécifiques, très souvent liées aussi avec l'hérédité. On reconduit la génération ascendante. Moi, ça, j'ai constaté, je constate. Hein, la personne, elle est dans le déni. Certains vont aller jusqu'au bout. Ils vont tomber malades. Ils vont venir dans le cadre thérapeutique. Ils vont juste commencer à assouplir un petit peu, mais ce n'est pas mûr. Et ils vont refermer. Ils vont reprendre le schéma antérieur. Donc, peut-être que s'il y a des vies antérieures ou postérieures, peut-être qu'ils traiteront ça plus tard. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je crois constater qu'il y en a qui vont jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle, sans avoir pu connecter le trauma. Alors, j'ai une question. Une personne vit un stress chronique. Voilà, donc de manière personnelle, elle souffre de stress chronique et de somatisation due au stress. Et la question, c'est est-ce qu'il est possible d'éradiquer totalement le stress chronique? La bonne nouvelle, c'est que les Américains ont inventé une pilule qui va éradiquer tout ça. Hein. Non, je rigole, c'est pas vrai. Denis, je te laisse répondre. Ben, ça dépend à quoi le stress chronique est dû. Mais moi, je dirais quelqu'un qui est stressé et qui, du coup, a beaucoup de symptômes psychosomatiques, moi, je lui conseille quand même très fortement de se mettre à méditer, quoi, de faire une formation de méditation et de se mettre à méditer régulièrement. Il ne saura pas forcément d'où vient son stress chronique, mais au moins, dans le ici et maintenant, comme dit Karim, on peut au moins traiter le symptôme, quoi, et prévenir le fait que se donnent des manifestations somatiques plus graves, des cancers, des pathologies cardiologiques, des choses comme ça, quoi. Parce que le stress chronique est quand même beaucoup impliqué dans tout ce qui est pathologie grave, hein, à terme.
Oui, Ouais, là, d'accord. là, Oui. là, il s'agit, bon, peut-être dans des espaces pédagogiques, de développement personnel ou de formation, une façon d'avancer dans de la maturation et de l'élargissement de la prise de conscience, c'est de se poser les bonnes questions. Se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait que je suis dans ce schéma-là? Et il y a des questions précises qui vont pouvoir aider à avancer dans une clarification et éventuellement, à partir de là, de maturer pour certains, les bonnes questions peuvent être suffisantes pour ensuite avancer vers les réponses adaptées pour se réajuster, se réguler. Et puis pour d'autres, ça peut être une maturation pour entrer dans un espace thérapeutique, pour aller explorer de manière un petit peu poussée, traiter sa problématique. Alors moi, je me suis rendu compte autour de moi que pas mal de personnes ne sont même pas conscientes qu'elles sont en stress chronique. Donc là, c'est déjà pas mal d'en être conscient, parce que je suis persuadée que notre corps, c'est comme un véhicule qui a ses clignotants, et on n'est pas forcément relié à ces clignotants-là. Et c'est ce que je constate de plus en plus autour de moi. Les personnes ne sont pas du tout reliées à leur corps. Il y a une dissociation entre le corps et l'esprit qui est flagrante. Je ne sais pas si vous avez pu constater cela, mais déjà être conscient de son niveau de stress, être conscient de comment on gère le stress, c'est-à-dire comment baisser le stress, est-ce que le stress est en rouge ou en vert ou en orange, et comment baisser le baromètre de stress du rouge au vert. Je pense que chacun de nous réagit d'une manière différente et a des solutions différentes. Annie? Oui, enfin, bien sûr que chacun réagit de façon différente, mais bon, après, sans un travail personnel, la personne ne peut pas connaître comment elle réagit au stress, essayer de comprendre les émotions qui sous-tendent de ça et faire le lien entre ce qui se passe dans son corps et son esprit. Donc, après, c'est à elle de choisir si elle veut faire un travail de développement personnel, comme dit Karine, ou si elle veut juste on ne peut pas se débarrasser du stress comme ça, d'un claquement de doigts, avec une baguette magique, sans faire une réflexion approfondie sur soi-même. Mm. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je n'ai pas très bien compris le sens de la question. Je peux La compléter. question, c'est l'importance d'être relié au corps. Alors, Comment? L'importance d'être relié à son corps et d'écouter les messages de son corps. Oui, c'est le principe de la pleine conscience, ça, oui. mm. De la méditation pleine conscience. Il y a Alors, Asia qui pose une je question. termine, Oui. Armina, je vais compléter le propos. J'accompagne pas mal de professionnels de la santé où l'usure professionnelle, les stress, ça fait partie du quotidien. Et donc, pareil, là, j'amène à se poser les bonnes questions pour identifier quelles sont les différentes sources de stress. C'est un sujet à part entière, ça. Identifier quelles sont les sources de stress, les sources externes et internes. Et là, il y a de quoi faire le ménage. C'est fondamental de pouvoir prendre ce temps-là. Maintenant, avec la démarche gestaltiste, il y a la question de l'awareness qui rejoint la méditation pleine conscience, c'est-à-dire d'être dans la conscience de soi de manière globale et ensuite de manière plus spécifique au niveau du corps. Et du corps, identifier quel besoin est là, se parle, s'exprime. Maintenant, je simplifie pour aller vite. Maintenant, conscientiser, c'est une chose. Commencer à prendre conscience du message du corps, c'est déjà un bon chemin. 2, identifier quel est le besoin qui est là. Et 3, c'est déjà pas mal. Mais 3, c'est apporter la bonne réponse. Donc, il y a ces étapes vers lesquelles nous avons avancé, amener la bonne réponse. Sur le plan purement technique et des approches, aujourd'hui, on est verni, on est gâté, que ce soit en termes d'approche thérapeutique, en termes corporels, psychocorporels, entre le yoga, les qigong, la méditation pleine conscience. On a plein de disciplines qui sont à notre disposition. Ça, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, il s'agit d'avoir les bonnes questions et d'être mobilisé la réponse
qui va nous correspondre vraiment, quoi. Alors du coup, il y a Asia qui pose la question de quid du stress coronesque. Le stress coronesque. À mon avis, c'est plutôt, à mon avis, c'est lié le stress lié au coronavirus. Mais là, du coup, je pense que Denis a largement répondu à ça. Alors maintenant, Asia, si tu peux spécifier. Parce que les exemples que Denis a développés ce soir ont largement répondu, à mon sens. C'est-à-dire que dans la discussion avec Karim, on avait un peu plus développé, enfin, pas la discussion qu'on a eue ce soir, mais les discussions pour préparer la conférence, on avait développé sur le fait que les médias nous mettent beaucoup de stress, beaucoup de peur, qu'on est très infantilisé, tout ça, je ne sais pas. On n'a pas développé spécifiquement sur le Covid. Moi, j'ai cité des cas parce que je trouvais que c'était d'actualité. C'était intéressant de voir des réactivations dues à ce que nous a imposé la crise sanitaire. Mais après, c'est vrai qu'il y a certains facteurs de stress très spécifiques qu'on a subis de façon plus sociétale à l'heure actuelle qui sont particuliers, quoi. Donc, on n'a pas tout développé non plus dans cette conférence. Je pense que ce n'était pas le but. Mais c'est certain qu'il y a un stress très particulier, des facteurs de stress qui sont très sous-jacents, très insidieux, je dirais. On pourrait faire une conférence ou une journée d'études spécifique sur ce sujet-là. Il y a vraiment il y a de quoi dire et il y a de quoi travailler. Justement, l'IPGAP donc, organise donc une journée d'études le samedi 10 avril prochain. Donc, si vous êtes intéressé, je vous transmets un lien avec une réduction que pour les personnes qui nous suivent là aujourd'hui. Et c'est sur quoi cette journée? C'est par rapport. Ben, c'est toi qui l'organise d'ailleurs, Karim. Je me rappelle plus. Mais là, il a stressé, il a oublié. Ah ben, mon cortex préfrontal est squeezé là. Je suis dans le Titanic complet. Alors, c'est comment libérer le cerveau des chocs post-traumatiques. Donc ça aura lieu, donc c'est une journée d'études qui aura lieu donc, le 10 avril prochain, de 10h à 16h30, donc à la continuité logique de cette conférence. Donc, comment libérer le cerveau des chocs post-traumatiques. Donc là, ça va être vraiment une journée d'études privée. Donc, pour les personnes qui ont suivi donc cette conférence, je vais vous envoyer un lien donc dans les commentaires pour que vous puissiez bénéficier d'une forte réduction qui sera valable pendant 48 heures. Donc, pour toutes les personnes qui se sont inscrites par mail, nous allons vous transmettre l'agenda. Donc, l'agenda aussi bien des conférences gratuites comme celle de ce soir que pour les journées d'études proposées par l'ISGAP et également les stages de formation. Donc, vous avez la possibilité de suivre des formations de 3 jours, donc avec différentes thématiques, en sachant que nous allons également aborder la thématique de l'addiction dont on a parlé ce soir et des dépendances affectives. Donc, il y a une journée d'études le 5 juin prochain. Il y a également une conférence qui est liée à cette thématique-là. Alors, quand est-ce qu'elle a lieu? Le 3 mai prochain. Voilà. Par contre, le 2 avril, donc, nous avons également une autre conférence, donc connaître les secrets de la manipulation pour s'en protéger. Voilà. Donc, si vous voulez découvrir la liste des conférences gratuites données par l'ISGAP ainsi que les journées d'études et les stages de formation qui peuvent durer 3 jours jusqu'à même 3 semaines, comme la formation du 31 juillet au 20 août, donc liée à la Gestalt thérapie. Je vous transmettrai par mail à toutes les personnes qui se sont inscrites ce soir par mail toutes les informations, l'agenda et un récapitulatif des liens pour vous inscrire avec un tarif préférentiel pour la prochaine journée d'études. Si vous n'avez pas envoyé de mail ou vous n'êtes pas inscrit, vous avez été invité par une amie ou un ami ce soir, n'hésitez pas à me transmettre votre adresse mail en commentaire et je vous transmettrai toutes les infos par mail.
Avez-vous, alors je vais inviter Karim et Denis pour un dernier mot de fin pour cette conférence. Hi, Denis. Moi, je dirais c'est affaire à suivre, hein. Il y a eu tellement de pistes qui se sont dégagées. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, Karim. Et puis, voilà, suite au prochain épisode. Bah, écoute, moi, je suis ravi de cette première ensemble. C'est avec plaisir. Donc, voilà, c'est une petite graine qui est semée. Et je sais que nous allons continuer à échanger, à coévoluer dans le temps sur ces sujets et d'autres qui concernent l'humain et notre devenir. Pour moi, ça a été un plaisir de partager ce moment. C'est très particulier de parler sans voir les gens, hein. Mais oui, alors Ouais. je vais vous donner quand même les retours. C'est vrai qu'on a beaucoup de merci. Voilà, merci pour cette conférence. Isabelle Michi, Yasmina également, Yasmina Ali, Chris Canadier, merci pour cette conférence intéressante. On n'a que des merci. Cécile Forest, merci. Catherine Dogani, peut-être que vous les connaissez. Voilà, Gabriel, merci beaucoup Gabriel. Florence Kopp, Nadine, Job Work qui dit merci Karim, Nicolas Grimaud, merci Amélie, tout ce colloque très vite. Oui, donc des personnes, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est limité en place, on ne pourra pas prendre notre salle virtuelle est limitée en place, donc n'hésitez pas à vous inscrire très rapidement pour être sûr d'avoir votre place. Merci Jean-François, Gérard. Voilà, donc pour les personnes qui ont demandé une attestation de présence dans le cadre de leurs études, il faut absolument nous mettre un petit coucou dans le chat pour qu'on soit sûr que vous avez été présent à cette conférence. Merci pour cette magnifique conférence, Selma de Montpellier. Merci de Fabienne, Gérard, Jean-François, Asia. Merci en tout cas d'avoir été présent. Je vous redonne le lien pour vous inscrire à la journée d'études. Les personnes qui ne nous ont pas transmis leur mail, transmettez-les-moi dans le commentaire pour que je vous envoie toutes les informations liées aux événements de l'ISGAP. En tout cas, merci beaucoup, Denis et Karim, pour cette conférence. Merci à tous ceux qui ont écouté. Merci à vous, Hermina, d'avoir organisé tout ça aussi bien et avec autant de soin. Bravo. Tout à fait. Je sais qu'il y a des participantes de Belgique, de Suisse, de Guadeloupe, du Maroc, d'Angleterre aussi. Donc c'est international, c'est sympa. Donc on est. Oui, là, nous avons été écoutés par l'international, c'est clair. Oui. Merci, Hermina. Voilà, merci, Denis. Merci. See you. Have a good time. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Ciao. Au revoir.